Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Autant vous le dire, il va faire très froid cette nuit. Ce devrait même être la nuit la plus froide de la semaine. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, des températures comme ça me donne envie d'hiberner, de rester enfoui sous ma couette et de ne ressortir qu'à l'arrivée des beaux jours. J'espère que vous n'êtes pas, vous, tous retirés au fin fond de votre grotte, qu'il en reste quelques-uns à l'écoute, puisque cette émission est la vôtre et que jusqu'à 1h, vous pouvez appeler le 39 21 pour parler de vous ou dialoguer avec un auditeur. Ce soir, vous serez accueillis au 39 21 par Assiba et Julie, avec la complicité d'Arnaud Henry qui réalise cette émission. Vous pouvez également y participer par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. En raison du froid, restons vigilants, attentifs aux plus vulnérables d'entre nous et n'hésitons pas à donner l'alerte si vous voyez autour de vous, dans votre quartier, dans votre rue, des gens qui sont dehors. N'hésitez pas à donner l'alerte et notamment alerter le secours, le 115, le SAMU social. Allez, on va commencer tout de suite avec Véronique. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous voulez me parler de votre fils, je crois, votre fils Oui. Qui a 8 ans. Oui, Jonathan. Et qui a des petits problèmes de comportement. Oui, voilà, donc il a 8 ans et demi. Oui. Donc il avait des petits problèmes de comportement. Ça a commencé, en fin de maternelle. Donc il y a eu un suivi. Il y a eu des améliorations. Et ça a recommencé, disons maintenant, en CE2. D'accord. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe au niveau de son comportement ? Qu'est-ce que... C'est qu'il il réagit très difficilement aux attaques il croit que aux attaques lorsqu'il y a des problèmes avec les enfants, lui il réagit agressivement. Il se défend de façon agressive. Il est agressif avec les autres enfants. Voilà, Oui. et les grandes personnes également. Et il a tendance à dire des insultes. Donc ce sont ces enseignants qui vous en ont parlé. Oui, voilà, sa maîtresse. Oui. Voilà. Et ce qui fait, il a changé de classe. Déjà, ça a commencé en septembre cette année. Mais il se trouve que ça se fait en même temps que moi j'ai des problèmes de santé. Et puis j'ai un peu de mal à suivre parce que ça va très vite. Donc il a changé de classe. Il a changé de classe. Et finalement, on a changé d'école. Vous l'avez... Voilà. Lorsque son enseignante vous a parlé de ses problèmes de comportement, vous avez décidé de le changer et de classe et d'école. Ce n'est pas moi, c'est une décision qui a même été prise par l'inspectrice. Oui, mais qui a été motivée... pourquoi, dans quel but elle pensait que... C'est un peu moi, je lui dis que comme il était connu de la classe depuis de l'école, depuis le CP, et tout le monde le connaissait parce que lorsqu'il était puni, il allait dans la classe de CM1. Ce que je trouvais pas ça trop bien. Lors d'une punition, on envoie un enfant dans une autre classe comme ça pour le punir. C'est curieux, oui. C'est curieux d'ailleurs. Pourquoi Oui, c'est comme ça se fait. Et ce qui fait, il était connu, tout le monde le connaissait. Tout le monde connaissait Jonathan. Oui. Ne dites pas trop d'ailleurs son prénom après tout. Il vaut mieux pas... c'est pour vous, mais il vaut mieux que ça reste plus
plus anonyme finalement. Mais donc oui, donc il avait une réputation en quelque sorte dans l'école d'enfant un peu un peu bagarreur, un peu agressif. Donc vous avez préféré le changer d'école pour que ça ne le suive pas, d'arriver un peu comme ça, un peu neuf dans une nouvelle école, qu'on porte un regard neuf sur lui. Est-ce que ça a changé quelque chose? Parce que ça peut être important, l'enfant peut se conformer à l'image, à ce que l'on attend de lui, y compris en négatif, parfois malheureusement. Dans ce premier temps, ça n'a rien changé. Oui. Parce que comme il avait déjà un dossier, et donc l'autre école était au courant de tout ce qui s'était passé dans l'école d'avant. Oui. Donc il était un peu, comme on dit, sur la sellette. Il était fiché déjà, malheureusement. Donc maintenant, c'est à lui de se comporter, de ne rien faire, qu'il n'y ait pas de problème, parce que sinon il peut être renvoyé. Et entre-temps, comme c'est un enfant aussi donc j'étais obligée de le faire suivre au CMPP. Oui. Et ce qu'on me propose, c'est de l'intégrer dans une ITEP. Dans une école spécialisée. Voilà. C'est le CMPP qui vous propose ça. Ouais. Oui. Et comme c'est un enfant qui a beaucoup de potentiel, pour moi, je dis que c'est dommage de le faire entrer dans cette école. Donc, je ne comprenais pas pourquoi l'éducation nationale ne mettait pas en place une solution autre que l'ITEP. Et pourquoi justement au CMPP, est-ce que par qui est-il suivi? Par un psychologue. D'accord. Comment donc c'est une proposition qui vous est faite actuellement. Pourquoi comment une proposition au début que j'ai refusée. Oui. J'ai dit qu'on attend de voir changement de classe, changement d'école. On attend de voir. Il y a combien de temps qu'il a changé là? Depuis le mois de janvier. Oui, donc c'est effectivement très récent. Voilà, c'est récent. Mais comme il y a eu un passé, donc le directeur de cette année, le directeur de la nouvelle de l'école a voulu le prendre à condition de commencer un dossier pour l'ITEP. Donc c'est ce que je vais faire. C'est ce que je suis en train de faire parallèlement. Bon, après tout, ça ne vous engage en rien de commencer ce dossier, si ça peut rassurer le directeur de l'école dans lequel se trouve votre fils actuellement. Mais c'est un dossier qui est assez dur à compléter parce que déjà, ça se nomme, c'est un dossier pour la MPDH. Alors, je sais plus, la maison départementale des enfants handicapés. Et mon enfant, il n'est pas handicapé. Ils auraient pu trouver un autre nom, mettre enfant en difficulté. Oui. Je sais pas. Enfant handicapé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est cette notion de handicap qui vous pose problème. Qui vous bloque. Voilà. Donc, parce que justement au CMPP, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ces troubles du comportement? C'est toujours difficile par rapport à un enfant, parce qu'un enfant par définition est un être en évolution. Donc on ne veut pas fixer les choses. Donc justement, on n'a pas trouvé, on ne sait pas pourquoi. D'accord. Donc, alors pour le moment, c'est que ces troubles posent problème au sein de la collectivité, parce que c'est vrai que s'il est agressif avec ses camarades, évidemment que ça pose problème. Donc, quel moment il ne l'est pas avec vous à la maison? Il est gérable à la maison. On arrive à le contrôler. Il est gérable, oui d'accord. Oui. Il est gérable, c'est quand même, c'est pas n'importe quel mot. Oui, il a son caractère, il peut s'énerver, mais on arrive à le calmer, à faire en sorte qu'il obéit, qu'il se comporte mieux. Voilà, mais je comprends pas. Il a du mal à gérer, à faire face aux frustrations quand même, vous diriez. Ça dépend pour certaines choses, oui. C'est vrai qu'il a tendance à s'énerver. Et comment vous le gérez, vous? Comment vous le calmez?
Ben, je reformule ma demande. Voilà, j'insiste. Et là, j'arrive à le calmer. Oui, oui. Ce que vous pouvez faire, vous, parce que vous êtes seul avec lui, enfin, parce que vous n'avez pas X enfants. Ce qui est plus... Voilà, j'ai 2 enfants. Voilà, vous avez 2 enfants. On est à 4 quand même. Je vis avec mon oui, mari. vous vivez avec votre mari, mais vous n'avez pas 30 enfants. Voilà. Ce que ne peut pas faire un enseignant, vous voyez, l'enseignant, il ne peut pas reformuler constamment. Enfin, c'est compliqué. Il a tout un groupe d'enfants. Donc c'est pour ça que dans une école spécialisée, les enfants sont en plus petits groupes. Donc l'enseignant a effectivement plus de temps déjà à consacrer à ses enfants. Il faut voir ça aussi. Alors évidemment, ça, c'est toujours angoissant pour les parents de voir l'enfant qui sort du circuit classique, normal, parce que on se dit, un enfant qui sort du circuit classique, va-t-il pouvoir le réintégrer ? C'est ça un peu l'angoisse. Hein. Mais ça peut être un moment aussi lui donner une possibilité de chance au lieu qu'il perde pied. Comment ça se passe sur le plan de sa scolarité ? Parce qu'au niveau de ses comportements, donc il y a un problème. Sur le plan des résultats scolaires. Donc il avait un niveau bien. Oui. Et depuis quelque temps, avec tout ce qui s'est passé, donc je vois qu'il a perdu quand même. Et maintenant, il a un niveau moyen, on peut dire. Son niveau est moyen. D'accord. Vous me dites que aussi, ça se serait un moment aggravé parce que vous avez rencontré des problèmes de santé. Ça s'est aggravé à ce moment-là. Je pense que c'est peut-être ça aussi, parce que comme toute la famille a été touchée, donc peut-être que ça l'a un peu perturbé aussi. Certainement, donc, ça a pu avoir des répercussions, ça a pu avoir des répercussions sur lui. Peut-être que vous étiez aussi, vous, du coup, plus fatigué, plus vulnérable et plus aussi moins à même de le cadrer, comme vous le faites d'habitude. Voilà, c'est possible que... Ça a toujours été un enfant depuis qui était un peu compliqué, un peu dès sa naissance, vous diriez. Enfin, dès sa naissance, un peu. Non, on peut pas dire qu'un bébé est compliqué dès sa naissance. Quoi, qu'il y a parfois une relation qui est compliquée dès les premiers temps de vie, où il y a eu un moment. Enfin, il se trouve avec mon bébé. Oui. On a été séparés à 3 jours. Pour quelle raison? On a été séparés, dans l'hôpital où on était, il y a eu un problème d'électricité et il a fallu qu'on l'emmène dans un autre hôpital. Donc il est parti la nuit. Donc ça, c'est vrai que la séparation a été dure, mais c'est pas quelque chose que j'y pense tout le temps. Mais des fois ça revient. Donc il est parti la nuit, moi je suis restée toute la nuit tout seul. Et il est parti, on a été séparés à 3 jours et je l'ai retrouvé le lendemain. Mais on n'a pas été séparés de beaucoup, donc je pense pas que... Oui, mais vous m'en parlez. Oui, c'est vrai, j'en parle de temps en temps, oui, je parle. Mais je pense pas que ça a un rapport. Non, mais c'est étonnant parce que je vous demande si la relation a été compliquée avec lui en tant que petit enfant et la première chose qui vous vient, vous me dites qu'avec votre bébé, vous avez été séparés à 3 jours. J'ai cru qu'il s'était passé un problème peut-être de santé, comme ça peut arriver chez les tout petits, et que vous avez dû être séparés vous avez été séparés pour un problème d'électricité, vous me dites. Voilà, au niveau du centre hospitalier. Oui, mais cette séparation, semble-t-il, pour vous, il y a quelque chose d'assez marquant. Oui, c'est marquant parce que ça s'est pas fait dans la journée, donc ça s'est fait lorsqu'on a trouvé... Dans la nuit. Voilà, dans la nuit, il paraît qu'ils ont trouvé... il y a eu une chambre qui a été libérée, donc il a fallu que ça s'est fait dans la nuit. Donc après, je suis dormie tout seul au centre hospitalier, et lui, il est parti. Voilà, donc c'est vrai, quand on réfléchit, c'est un peu... Bon, je me dis qu'il n'a pas de très gros problèmes de santé. Heureusement, mais... Bon, franchement, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Non.
Non, parce qu'on m'a parlé en plus dans le casque à ce moment-là, malheureusement, en me disant que on a un petit souci actuellement de ligne avec, mais bon, par rapport au téléphone. Donc, j'ai pas malheureusement pas entendu ce que vous me disiez. Non, on a eu un petit souci là de ligne. On est en train de me le dire au téléphone. Donc, j'ai pas malheureusement entendu ce que vous étiez en train de me dire lorsque vous me dites. Vous voyez ce que je veux dire. Vous étiez en train de me dire par rapport à votre bébé sur le fait de cette séparation la nuit. Voilà. C'est une séparation qui s'est faite la nuit. Donc il est parti tout seul dans l'autre hôpital. Et moi je suis restée dans où il est né. Vous êtes angoissée là pour lui? Non, ça va. Non. Mais c'est vrai, je me suis culpabilisée longtemps. De quoi? Probablement parce que on se culpabilise quand même. Pour moi, c'est pas comme quoi je disais, comme quoi c'est pas une réussite. Qu'est-ce qui n'est pas une réussite? Du fait que moi j'aurais bien aimé qu'il soit bien, qu'il n'ait pas de problème, comme tous les enfants, hein, tous les mamans veulent ça pour leurs enfants. Mais vous ne savez pas pour le moment, il y a c'est pas ce qu'il vous dit. On vous dit qu'il a tendance à avoir un peu à s'emporter, à être assez agressif. Bon, là, on vous dit pas. Alors, c'est vrai que il y a souvent de la culpabilité quand l'enfant ne va pas bien. Hein. Les parents se sentent toujours responsables. Mais comment réagit votre mari? Est-ce que vous en parlez ensemble? Est-ce que vous faites bloc? Il réagit comme moi. Hein. Ça l'embête ça aussi. Hein. On réagit pas toujours de la même façon. Parfois, on peut avoir des réactions différentes. On n'a pas forcément, non, vous semblez dire, il réagit comme vous, pas forcément. Est-ce que vous vous sentez soutenu? Est-ce que vous portez beaucoup plus de choses? Justement, on est tous les deux face à ce problème. Voilà, je trouve. On est tous les deux, on cherche la solution, on ne comprend pas. On dirait que c'est quelque chose qui nous tombe sur la tête. Je suis pas quelqu'un de divorcé, je vis pas seule. Vous comprenez pas ce qui vous arrive? Voilà, je comprends pas. Pour moi, ça va trop vite. C'est quelque chose qui peut se résoudre. Et finalement, je vous ai pas dit. Hein. Donc, j'ai écrit quand même à l'inspectrice et tout. Donc, depuis une semaine, ils ont mis quelqu'un avec mon enfant. Je ne sais pas, ça s'appelle le Maître E. Je sais pas si vous connaissez. Ça vous dit quelque chose? Maître E. Maître E? Oui. Non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, depuis, dans la classe, il y a quelqu'un qui est à côté de lui. Une AVE? Non, ça s'appelle Maître E. Une auxiliaire de vie éducative? Ça doit être ça. Oui. Mais le directeur m'a dit que c'est un Maître E. Je ne connaissais pas ce mot-là. Oui, enfin quelqu'un, oui, c'est ça, on met, une personne, oui, qui va s'occuper, qui va être présent pour l'enfant, oui. Voilà. Donc ça rien que pour lui, oui, qui va seconder l'enseignant, oui. Voilà, ça a été mis en place récemment. D'accord, c'est une très bonne chose. On me demande parallèlement de faire ce dossier. Parce que c'est ce qu'on fait dans ces cas-là. Parce que ça veut dire que là c'est fait pour le moment, mais qu'on peut penser que à un moment peut-être. Il n'y aura pas de solution. Ah non, c'est pas qu'il n'y aura pas de solution, mais que peut-être pour autant votre fils, ça risque d'être compliqué de rester dans un circuit classique. Mais ça peut évoluer. Voilà, c'est ce qu'on fait. On veut que ça évolue. Ça peut, mais j'imagine. Ça peut évoluer, mais il faut voir de quelle façon. Il va y avoir un bilan aussi qui est fait au CMPP. Il faudrait comprendre d'où vient, quel sens a ce comportement, et puis qu'est-ce qui se passe aussi. Pourquoi finalement il a ce comportement, pourquoi il est agressé, il n'a pas ce comportement uniquement à l'école, il l'a aussi à la maison, hein, vous dites. Simplement à la maison, vous arrivez à le gérer. Oui, voilà, c'est pas
comme tous les enfants, hein, mais je veux dire, c'est pas énorme, quoi. C'est pas régulier non plus. Mais ça pose forcément plus de problèmes en collectivité. C'est vrai qu'un enfant qui est agressif avec les autres, qui insulte ses enseignants, à 8 ans, c'est pas possible. C'est qu'il y a un problème. Et ça veut dire qu'il y a des choses qu'il n'intègre pas. Donc il faut le prendre en considération. Ouais. Est-ce que selon vous, ça peut être neurologique? Si vous voulez, il peut y avoir des examens de faits par. Vous pouvez demander un bilan fait par un neuropédiatre. Ça peut être demandé, si ça peut aussi vous rassurer, ça. Là, je suis en attente aussi parce que j'ai été faire une consultation pour ses yeux, et donc après j'ai eu un appel de l'ophtalmo qui m'a dit peut-être qu'il y a un problème neuro, donc il faudrait qu'on le contacte rapidement. Vous pouvez demander un bilan fait par un neuropédiatre. Vous pouvez effectivement faire un bilan un peu complet sur ce plan-là. Écarter, on écarte avant de voir un peu l'aspect psychologique. On écarte effectivement les causes physiques. Parce que je trouve que ça a été vite. Au CNPP, oui, il était suivi, mais jamais on a eu le rapport. Je n'ai pas vu de progression d'abord. Il a été suivi quand même un an et demi. Donc il va parler au psychologue. Déjà, on ne sait pas ce qui se passe. On ne nous dit pas. Tout ce qu'il nous dit, oui, on a fait des tests. Alors vous pourriez demander à rencontrer à ce moment-là le psychologue ou l'équipe un petit peu. On l'a rencontré. Oui. Et puis donc ce qu'il nous a dit, oui, ce serait bien, oui, que vous veniez aussi, qu'on discute. Voilà. Et voilà, oui. On discute. Mais lui, il n'a jamais rien proposé. Il a fallu qu'on s'avance, qu'on demande. Oui. Que ça bouge. Sinon, l'enfant, il va tout le temps. Nous, on croit qu'il y a une progression. On voit qu'il n'y a pas de progression. C'est-à-dire... Il n'y a pas de changement. En janvier, vous ne savez... dans cette nouvelle école, il n'y a pas eu trop de réflexion autour du comportement de votre fils, semble-t-il. Le directeur, quand même, c'est quelqu'un qui est assez dur. Assez dur. Et donc, qui nous a appelés déjà. J'ai déjà été le chercher. Oui, mais bon, de toute façon, vous savez, le comportement d'un enfant, il peut pas évoluer non plus. Il faut vous comme ça du jour au lendemain. Il faut vous donner du temps. Alors c'est vrai que c'est parfois compliqué pour les parents que le psychologue de leur enfant ne donne pas le détail de ce qui se joue dans les séances. Ils ont l'impression c'est pas une impression d'ailleurs, ils sont tenus à l'écart. Mais en même temps, c'est vrai aussi que c'est difficile pour le psychologue de l'enfant de pouvoir doser, parce que l'enfant, il faut aussi qu'il puisse confier, dire certaines choses. C'est particulièrement vrai, alors encore plus vrai là pour les adolescents, mais même pour les enfants, sans qu'ils se disent que tout va être répété à ses parents. Et en même temps, pour pouvoir faire du bon travail, il faut aussi qu'il y ait quand même une alliance entre le thérapeute de l'enfant et les parents. Et pour autant, ce qui se passe en séance ne doit pas être tout retranscrit, tout dit aux parents. Oui. Donc c'est subtil. Oui. Vous voyez ? Donc il faut à la fois, c'est-à-dire pouvoir quand même informer de ce qui est en jeu, que les parents se sentent rassurés. Qu'il y ait quelque chose l'enfant, il y a quelque chose qui avance, qu'on va dans le sens de travailler ensemble pour le mieux-être de l'enfant, pour l'évolution de l'enfant, dans le bon sens du terme, et en même temps que l'enfant sente que il n'est pas, je veux dire que ce qu'il vient de dire, on ne va pas tout répéter, qu'il a quand même un espace qui est à lui et qui est respecté. Donc vous voyez, c'est le thérapeute, il navigue aussi, c'est quand même un mélange subtil, D'accord. Ça peut expliquer aussi qu'on ne vous dise pas tout de ce qui se joue dans les séances. Pour autant, vous avez bien sûr le droit de demander et de parler de vos inquiétudes et de dire, de poser des questions par rapport à, de trouver,
ce qui est en jeu par rapport à l'établissement scolaire, par rapport à vos inquiétudes, parce qu'on les sent là. Il faudrait que vous puissiez en parler. Maintenant, vous dites ça va très vite, vous ne comprenez pas. Ben oui, mais ça va très vite parce qu'on se demande, voilà, ces problèmes de comportement créent un problème dans le cadre scolaire. Alors, ça peut s'améliorer. C'est ce qu'il faut vous dire aussi. Donc, depuis en début de semaine, donc il est avec la personne. Donc, ça a l'air de bien se passer. Ça se passe bien. Et j'espère que ça va continuer. Bon, alors c'est ce qu'il faut. Depuis combien de temps est-il suivi ? Disons 2 ans. 2 ans. 2 ans, d'accord. Oui. Et selon vous, on a été dans une réunion. Vous savez, il était énervé, il m'a sorti. Il m'a sorti, tu n'es pas ma mère. Hein. Qu'en pensez-vous? Et après, il me dit, je lui dis bien, je suis tranquillement, pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu sors des trucs comme ça devant les gens? Il me dit, c'est pas moi qui a dit ça. Et il rigole. Votre fils vous dit ça? Ouais, c'est pas moi qui a dit ça. Et je lui ai demandé de s'excuser, Il m'a dit, c'est pas, tu m'excuses-moi maman, voilà. Alors, je sais pas pourquoi il a sorti ça devant la personne. Quelle personne? Devant qui? Mais on avait une réunion, on avait un rendez-vous. Devant son psy, il a sorti ça? Non. Devant la personne qu'on devait... Bon, il a de l'agressivité à exprimer, mais après tout, ça serait mieux qu'il puisse l'exprimer en parole déjà qu'en acte. Je ne parle pas des injures vis-à-vis de ses enseignants. Mais qu'il puisse comme ça dire certaines choses, même si bon pour vous c'est un peu agressif, il a besoin de dire certaines choses comme là ça fait presque, c'est étonnant pour un petit garçon de 8 ans. Oui, c'est presque c'est assez. Je comprends pas. On a l'impression presque d'un ado. Voilà, je me dis un enfant de 15 ans, 16 ans, moi j'aurais su tout de suite. On saurait, voilà, on peut s'attendre à ce genre de réflexion. Pour moi c'est un bébé, Alors, oui, il y a presque l'impression d'une hyper-maturité, là, comme d'ailleurs dans ses comportements agressifs. Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, il y a des choses qui n'arrivent pas à se dire. Qu'est-ce qu'il exprime de cette façon-là, qu'il ne peut pas dire autrement? C'est pour ça que l'espace de la thérapie peut être une très bonne chose, parce qu'il peut dire à travers des jeux, à travers des dessins, à travers des mots, puisqu'il sait avoir recours aux mots, ce qu'il exprime à travers des actes ou à travers des mots orduriers. Donc il va pouvoir élaborer des choses comme ça, et cette colère, cette agressivité qu'il ressent, l'élaborer. Vous voyez? Oui. Donc ça peut être tout à fait constructif, et c'est pas préjudiciable pour son avenir. Oui. Mais je comprends que vous soyez, évidemment que vous ayez des moments de doute et des moments de questionnement, mais et que quand on est parent, il y a toujours cette culpabilité qui est malheureusement inévitable. Alors que un enfant, il est le fruit de toute une histoire. Il y a sa personnalité aussi qui dépend. Il y a plein de choses. Il y a l'environnement aussi. Voilà. L'environnement d'un enfant. Il n'y a pas que les parents dans l'histoire d'un enfant. Il y a plein de rencontres qui sont aussi en dehors des parents. Enfin, vous voyez, il n'y a pas, il n'y a pas que vous. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en considération, et que votre culpabilité ne résout rien, bien au contraire. Elle peut même faire peser beaucoup de choses. C'est ce que j'essaie de faire maintenant, parce que après ça... Alors maintenant, vous pourriez peut-être parler, vous, de votre côté, un peu avoir un soutien pour pouvoir parler un peu de tout ça, de ces doutes, de ces questionnements et de cette culpabilité qui vous taraude. Oui. Mais je crois qu'il faut quand même rester très optimiste, parce que je vous dis, franchement, à 8 ans, rien n'est joué, hein, vraiment. Oui. Vraiment, Véronique. Donc, faut rester très, très, très ouvert et très optimiste pour l'avenir, là. D'accord. Hein, votre fils, il évolue, et donc rien n'est figé, là. Oui. Rien n'est fixé dans le marbre, hein, loin de là. Merci en tout cas de votre confiance. De rien. Et de votre appel. Et merci
merci de m'avoir écouté. Et bon rétablissement alors. D'accord, merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir Véronique. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Gérald de Palmas, l'étranger, et quelques mails qui arrivent et qui font suite au témoignage de Véronique. Alors, le maître E, me dit Françoise, c'est un membre du RAZED, réseau d'aide spécialisée aux enfants en difficulté. Françoise dit peut-être cette personne est dans la classe auprès de l'enfant en attendant l'AVS, ce qui peut expliquer qu'il y ait des dossiers à faire pour avoir l'AVS. Le maître E est venu pour répondre à l'urgence. Dans ma classe, le maître E a accompagné un élève comme cela et maintenant on a un AVS. Voilà, donc c'est ce que dit également Johan, qui dit il prend en charge des élèves en très petits groupes, 1 ou 2 heures par semaine, et il permet à l'enfant qui a des difficultés à apprendre ou à comprendre. Donc Gabriel dit la MDPH est maintenant le passage obligé pour déclarer un handicap ou une incapacité, que cela soit moteur ou autre, pour les personnes dyslexiques par exemple. Donc c'est important par rapport à Véronique qui disait que le terme de handicap lui faisait peur, donc la dyslexie peut être prise en considération dans ce cadre-là. Ça permet d'avoir des aménagements de leur scolarité. C'est vrai que c'est mal vécu, ajoute Gabriel, d'avoir cette étiquette, mais ça permet d'avoir un AVS auxiliaire de vie scolaire ou AVS qui se partage entre plusieurs enfants, par exemple. Pour cet enfant, il faudra un diagnostic si cela est possible. Ça rassurait sa maman et surtout un référent fixe pour parler aux parents. Elle pourrait aussi demander la réunion d'une équipe éducative à l'école pour mieux entourer l'enfant. Et puis Corinne dit pourquoi ne pas aller à une consultation familiale en dehors du circuit scolaire. Votre enfant libérerait peut-être sa parole, peut-être un ou d'autres enfants l'ont-ils malmené plus petit sans qu'ils ne le disent. En tout cas, cessez de culpabiliser car vous êtes manifestement une maman bien attentive. Donc Émilie aussi qui revenait sur les histoires d'AVS et de maître E. Donc Valérie, elle était choquée par l'attitude de l'éducation nationale et du fait qu'il n'y ait pas eu de diagnostic qui relevait du handicap qui avait été posé et du fait qu'on incite les parents à faire une démarche MDPH. Cela peut largement engager l'avenir de cet enfant. Tout enfant a le droit d'être scolarisé. En même temps, on ne dit pas que cet enfant ne doit pas être scolarisé. Elle dit la maman doit être au courant de ce qui doit être réalisé avec son enfant. Elle ne doit pas subir. Moi-même, j'ai un enfant qui a parfois des difficultés de comportement et je n'accepterai pas que l'éducation nationale agisse de la sorte sans en être partie prenante, dit Valérie, qui est une maman psychologue. En même temps, Gabriel précisait que dans le cadre de la maison du handicap, la dyslexie pouvait être prise en considération dans ce cadre-là. Bien, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Allez, sinon c'est à peu près tous vous reveniez. Merci en tout cas pour la précision de ces termes. On va maintenant changer de sujet et accueillir Sophie. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Je n'ai pas vraiment l'habitude de parler à la radio, donc c'est la première fois que je vous appelle et bon, c'est pas évident. En fait, j'ai appelé pour avoir un avis. Donc je vous explique. J'ai rencontré donc il y a de ça 1 mois et demi, un homme par internet, sur un site de rencontre, qui n'habite pas dans ma région. Et donc on s'est rencontrés, on s'est vus à 3 reprises sur à peu près 3 week-ends. Et si vous voulez, de mon côté et puis je pense du sien, c'était comme du registre de l'évidence, si vous voulez, la relation qui semblait naître. Allô ? Je vous écoute. Oui, d'accord. Et donc j'étais très emballée, sachant que j'avais quand même 2 réserves, enfin 2 réserves de bémol, c'est-à-dire qu'il sortait d'une séparation relativement récente, puisque officiellement ça faisait 4 mois qu'il était séparé, mais un peu moins qu'il était réellement,
que l'annonce lui avait été faite, mais un peu moins qu'il était réellement séparé. Donc ça, je savais qu'il avait besoin de temps, puisque moi-même, ayant été séparée depuis plus longtemps, je savais qu'au départ, ce n'était pas si évident que ça. Voilà, j'avais cette réserve-là, et puis j'avais une autre réserve, mais que je balayais assez vite pour d'autres raisons. Je trouvais qu'il ne me posait pas énormément de questions sur moi, sur ma vie en général, mais comme il y avait des moments où il était très présent, très à l'écoute, ça tempérait beaucoup cet élément, et qui parlait aussi beaucoup de lui. Voilà, donc sur ce, la relation s'est engagée. Bon, à distance, donc c'est pas évident toujours, puisque quand on ne voit pas la personne, c'est vrai qu'on peut s'imaginer, quand on est au début d'une relation, on peut s'imaginer beaucoup de choses. Il n'y a pas de rééquilibrage par le contact physique, etc. Bon, toujours est-il que ça partait relativement bien. Et puis, donc, il est arrivé un événement, donc, sachant que je savais que cette personne voulait quitter sa région d'origine, enfin, dans l'optique d'un nouveau départ, ce qu'il voulait faire bien avant qu'on se connaisse. Et donc, il avait fait plusieurs recherches dans ce cadre-là, de mutation, etc., quoi. Et donc, il m'a appris il y a quelques semaines qu'il envisageait de partir, mais de façon beaucoup plus lointaine, dans un territoire d'outre-mer. Voilà, c'était mais qu'il était complètement tiraillé parce que, de par notre rencontre, qu'il ne savait plus où il en était, quoi. Et sachant qu'il avait également des enfants en métropole. Oui. Donc voilà, donc c'est une annonce qu'il m'a faite. Donc sur le coup, moi, j'ai essayé de prendre du recul en me disant c'est sa décision. Certes, ça paraît, on est effectivement, la relation est assez intense, mais je voulais absolument respecter cette décision. Enfin, je voulais que la décision qu'il prenne, il la prenne lui, que je n'interfère pas pour que il ne la regrette pas, qu'il ne m'en veuille pas, etc. Donc j'ai essayé de me mettre à l'écart. Mais je l'ai averti, je lui ai dit, moi je vais prendre du recul parce que c'est très difficile pour moi ce que tu m'annonces, enfin ce que tu envisages. Donc je vais prendre du recul pour me protéger, quoi. Et donc ce que j'ai fait, j'ai pris du recul. Il devait m'annoncer cette décision relativement rapidement. Il est un petit peu... donc il me parlait plus de ça, vraiment. Bon. Et puis c'est revenu dans la conversation. Et là, donc, il m'a dit, de toute façon, finalement, je pars pas. Je ne pars pas. Et son ton était assez, un petit peu agacé. Donc, et puis comme, si vous voulez, on se voit très irrégulièrement, on n'a pas pu discuter de cela. Donc, on échange beaucoup par SMS. Donc, suite à cela, je lui ai fait un SMS assez important, en lui disant qu'effectivement j'avais assez mal vécu, enfin que c'était un réel traumatisme ce qu'il m'avait annoncé, et puis le fait qu'il ne parte pas, mais que je ne sache pas vraiment pourquoi il ne partait pas. Enfin bon, donc disons que dans ce SMS, j'ai conscience que j'ai été relativement violente dans les termes, dans les choses que j'ai pu dire, j'ai voulu le blesser, je le sais, je sais que j'ai voulu le blesser. Donc ça c'était il y a Mais alors finalement il ne part pas. Eh bien, écoutez, d'après ce que j'ai compris, parce qu'encore une fois, on n'a pas... il sait pas bien ce qu'il veut aussi en même temps. Il vous dit qu'il part, après il part pas. Alors, c'est normal pour vous, c'est assez déstabilisant, hein. Bah oui, donc concrètement, non, c'est-à-dire qu'il ne devait pas partir. Il a envisagé. Ce que vous voulez faire, il vous met devant le fait accompli. Après, non, mais c'est-à-dire, attendez, parce que en fait. Non, oui, mais j'attends. Excusez-moi, il a envisagé en fait de partir et sa décision n'était pas prise. Il était tiraillé à cause de notre rencontre, c'est ce qu'il me disait. Oui, mais bon. Donc je n'étais pas fixée, donc moi je n'ai pas vécu pendant quelques jours. Et puis tout d'un coup il me dit qu'il ne part pas, mais sans vraiment donner d'explication. Oui, mais si c'est pour vous le reprocher après, enfin vous me dites, voilà. Enfin peut-être que vous l'avez ressenti comme ça et que ce n'était pas le cas. Hein. Vous semblez me dire que il vous annonce qu'il ne part pas, mais d'un air agacé. Alors peut-être que ce n'était pas le cas et que vous l'avez ressenti comme ça. Bien sûr, et comme on se voit pas, du coup on interprète beaucoup de choses. Voilà. Oui, comment ne le voyant pas, vous avez pu sentir qu'il était agacé? Parce que le ton était... Au téléphone. Au téléphone, oui, d'accord. Oui, tout à fait, oui. C'est difficile, c'est vrai, ne vous voyant pas. Ça complique les choses, je trouve.
et en fait, la question que je vais vous poser, j'avais une colère importante parce qu'il m'avait fait lui, donc je voulais quelque part lui faire mal, hein, si je le sais, ça, je m'en veux un petit peu d'avoir envoyé ce SMS dans ce terme. Mais si vous voulez, c'était ce matin, donc je n'ai pas eu de nouvelles de la journée, et je me suis remanifestée ce soir à plusieurs reprises, et je n'avais pas de nouvelles, en revenant en étant plus tempérée, en ne regrettant pas le contenu du SMS, mais en regrettant le ton, donc en revenant. Et donc là, je viens d'avoir un SMS de lui qui profondément je dois dire que ça m'a déçue, quoi, et je ne sais pas quoi en penser. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Parce que voilà ce qu'il me dit, mais j'ai pas envie de citer vraiment les termes, parce que voilà. Non, mais ne citez pas les termes lui, pour l'idée, si vous voulez, c'est qu'il n'avait pas envie de me parler ce soir. Oui. Et qu'il m'a dit peut-être à demain, mais voilà. Bon, et pourquoi ça vous blesse ? Parce que ça me blesse. C'est pas que ça me blesse, si vous voulez, c'est que parce qu'il y avait un autre élément qui fait que je le mets en correspondance, et c'est-à-dire que j'ai toujours trouvé qu'il me posait pas beaucoup de questions et qu'il était assez centré sur lui, mais ce que j'aimais aussi par ailleurs, parce que c'est une personnalité forte. Oui. Et j'ai eu l'impression que là, par ce SMS, c'est pas qu'il pensait encore qu'à lui, mais un petit peu quand même, si vous voulez, voilà. Bon, et en même temps, si j'ai bien compris, parce que j'ai un peu de mal à suivre, vous avez envoyé un SMS, puisque c'est comme ça, où vous avez eu la volonté de le blesser, c'est ça ? La volonté de lui dire des choses qui profondément m'avaient remué, parce que voilà, mais dans des termes sans doute blessants. Oui, d'accord. Bon, il est peut-être préférable, il est même certainement préférable qu'il ne réponde pas comme ça dans la foulée, sous le coup peut-être de la colère, et qu'il diffère un peu sa réponse, plutôt que de répondre comme ça dans l'immédiat et sur le même ton. Vous ne pensez pas ? Non, oui, tout à fait. On peut voir aussi cette optique-là, mais... Alors après, sur un autre niveau, bon, si c'est quelqu'un qui... C'est autre chose. Quand vous dites que c'est quelqu'un qui ne vous pose peut-être pas beaucoup de questions, vous avez le sentiment qu'il ne s'intéresse pas beaucoup à vous, à votre vie, et qui est un peu auto-centré. Alors, ce qui vous avait plu au début... Vous trouviez qu'il avait une forte personnalité. Oui, enfin, vous pouvez dire là où vous voyez une forte personnalité, on peut y voir aussi quelqu'un de très narcissique. C'est pas la même chose. Oui, mais si vous voulez, ce qui me faisait tempérer cet élément-là, parce que s'il y avait eu que cette personnalité autocentrée, je serais partie rapidement. Ce qui me faisait tempérer, c'est que lorsque, certes, il ne me posait pas de questions, mais lorsque j'étais amenée à parler de moi, il avait l'air très à l'écoute. Et assez soutenant. Donc, si vous voulez, ça m'a fait tempérer cet élément-là. D'accord. Voilà. Mais malgré tout, cette absence de questions, avec le fait qu'il parlait aussi beaucoup de lui, pour moi, c'était récurrent. Ça revenait quand même régulièrement. Mais vous vous connaissez depuis combien de temps ? Depuis très peu de temps. Hein. On se connaît exactement depuis 1 mois et demi. Et on a eu 3 ou 4 week-ends ensemble. Quoi. Oui, oui, c'est très peu. Hein. C'est très peu pour vous faire vraiment une opinion. Vous verrez bien. Hein, comment les choses vont évoluer. C'est très peu, surtout que il devait partir, finalement il ne part pas, mais vous ne pouvez pas savoir si c'est vraiment lié à votre relation ou si entre-temps il y a des choses qui ont interféré, parce qu'on peut se demander quand même. Hein. Non, mais je sais bien que c'est pas uniquement lié à votre relation. Oui, il doit y avoir d'autres facteurs qui interviennent. Hein. Il doit y avoir d'autres facteurs qui interviennent. Mais c'est simplement, moi, je me demande si réellement j'étais fondée. Alors, je sais que j'étais pas fondée à être blessante et à être, le ton que j'employais n'était pas fondé, mais je pense que le contenu était fondé, et je suis déçue que sa réaction qu'il a eue ce soir, pour moi, ça me fait considérer qu'il considère que ce que je lui ai dit n'était pas fondé. Je sais pas si vous me suivez, c'est un peu compliqué. Je trouve que c'est très compliqué pour un début de relation, moi. Ça l'était pas, ça ne l'était pas. C'est ça qui me déçoit, c'est que ça ne l'était pas. Ça ne l'était pas. Jusqu'à ce projet de départ, ça ne l'était pas. C'était de l'évidence. Et ce projet, moi, ça m'a complètement bouleversée.
et de voir que finalement il n'a pas forcément perçu le fait que ça me bouleversait autant, ou n'a pas voulu le percevoir, j'en sais rien. Et du coup, mais oui, mais ça c'est problématique. Ça montre bien que lui, il était à ce moment-là, vous n'envisagiez pas les choses de la même façon. C'est-à-dire que, mais ce qui peut se concevoir aussi, hein. Vous étiez au début, pour vous c'était une évidence, cette relation était une évidence, mais peut-être que lui, à ce moment-là, ne vivait pas les choses de la même façon. C'est-à-dire que lui, il avait le projet de partir, et rien ne le faisait changer d'avis. Il partait. Bah, ce qu'il m'a dit, c'est que s'il m'avait pas rencontré, il serait parti. Ouais, mais après, bon, partez. Finalement, il part plus, mais ça devient agressif. Et pourquoi ça devient aussi agressif? Je ne sais pas, parce qu'en même temps, c'est peut-être moi qui ai interprété, ayant cette rancune de ce projet de départ. Oui, mais c'est là où ça ne va pas. Parce que finalement, vous devriez être, enfin, voyez, vous devriez être au contraire soulagé qu'il ne parte plus. C'est là, vous devriez être soulagé qu'il ne parte plus, et vous lui en voulez qu'il reste. Enfin, vous lui en vouliez qu'il ait pu songer à partir. Alors que, honnêtement, je vais aller plus loin. Il vous devait rien, hein. Cet homme, vous le rencontrez. Enfin, il y a 1 mois et demi, il n'était pas dans votre vie. Ah non, tout à fait. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas exactement ça. C'est pas que je lui en voulais de vouloir partir, parce que ça, je l'ai respecté. Parce que tout à fait, je l'ai respecté. Ce pourquoi je lui en veux, c'est que je lui en veux parce qu'en gros, il voulait que je fasse comme si il n'avait pas ce projet de partir, c'est-à-dire qu'on se voit, qu'en gros je lui donne envie qu'il reste, de rester. Non mais moi je pense. Donc ça, si vous voulez, j'ai pas accepté. Je lui ai dit non. Moi, je suis obligée de prendre de la distance jusqu'à ce que tu aies pris cette décision. Mais pardonnez-moi, Sophie, mais je vais être un peu plus franche avec vous. On part pas comme ça du jour au lendemain. Là, moi, je pense qu'il pipote un peu, quoi. Il faut que tu me donnes envie de rester et autres. Pourquoi vous seriez là pour jouer ce rôle-là? Ah mais je l'ai refusé, Caroline. Mais oui, mais vous voyez la fonction qu'il vous donne. C'est un grand garçon, il est quand même libre de ses choix. Il a son libre arbitre. Qu'est-ce que c'est une décision qui importe quand même dans le sens de sa vie? Alors là, finalement, je pars plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est là où je vous dis, ça devient trop compliqué. Et vous voyez la tournure que ça prend? Alors que ça fait 1 mois et demi que vous êtes ensemble. Qu'est-ce que c'est que cette histoire et de je pars? Il part dans quel but, quel objectif et pourquoi? Enfin, rien n'est clair, je trouve. Le problème, c'est que c'est ça ce qui est déroutant, si vous voulez, Caroline, c'est que tout me semblait clair et j'avais l'impression, et je ne pense pas m'être fourvoyée de son côté. Enfin, peut-être. Je pense que effectivement, au départ, vous savez, quand on a un flash comme ça sur quelqu'un et qu'on a un coup de cœur, on est un peu aveuglé souvent, hein. Oui, mais si vous voulez, Donc, il y a des évidences qui parfois n'en sont pas, quoi. Enfin, c'est ce que je m'évertue, moi, un peu à vous dire, mais bon. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le fait de je pars, je dois partir là, il faut que je parte, et puis finalement je pars plus, puis c'est à toi de me démontrer que je dois plus partir. Non, je suis désolée, ça se passe pas comme ça. C'est ce que j'ai refusé. J'ai refusé et si vous voulez. Mais d'ailleurs vous le sentez bien. C'est pour ça qu'il y a quelque chose. Il y a en vous, il y a une partie de vous qui est en colère contre ça. Oui. Parce que vous vous sentez un peu utilisé, un peu instrumentalisé, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette histoire. Voilà. Et finalement, d'ailleurs, vous voyez, il vous donne pas de nouvelles, il vous vous dit pas vraiment quel était son projet. Donc, il vous dit que vous êtes au centre de ça, que il va renoncer à quelque chose qui aurait été très important pour lui, à cause ou grâce à vous. Mais finalement, il ne vous dit pas clairement les choses. Pour quelle raison et qu'est-ce qu'il compte faire de ça? Et tout va trop vite. En un mois de temps, c'est comme s'il y avait rencontre et puis presque vous êtes au bord, presque vous savez pas si la relation va se poursuivre ou s'interrompre. Enfin, vous voyez, c'est comme si vous étiez au bord du précipice et vous ne vous voyez pas. Donc tout va trop vite et c'est là où il y a quelque chose qui est trop précipité. Bon, donc
Prenez de la distance. Prenez de la distance parce que recentrez-vous sur votre vie à vous. Ce sentiment que vous avez eu, que cet homme finalement il est très autocentré, à mon avis, là je pense que vous êtes plus dans le vrai de votre ressenti à vous. Ça veut dire que la relation est un échec, quoi, va à l'échec, quoi. Mais je ne sais pas. Je ne suis pas extra lucide. Non, mais je sais bien. Ouais. C'est vous, en tout cas, pensez à vous. Il vous entraîne dans une espèce de course folle qui n'est pas la vôtre. Ouais. Ça va trop vite et vous ne savez pas où ça va, quoi. Ça part dans tous les sens. Voilà. Et moi, je veux bien admettre qu'effectivement, j'ai été trop loin en voulant le blesser, parce que ça, je sais. Mais parce que, écoutez, parce qu'il y a quelque chose, vous sentez, où les choses ne sont pas claires. Voilà. Qu'est-ce qui fait bon, il y a Sergio qui dit, alors c'est peut-être un peu perfide, mais est-ce qu'il est toujours inscrit sur le site de rencontre? Il y a un truc qui est, je sais pas, c'est pas clair. Voilà, je vais pas vous le redire X fois, mais le côté prouve-moi que si vraiment démontre-moi et je vais plus partir. Est-ce qu'il avait vraiment le projet de partir? Moi, je trouve que il attendait trop de vous, hein, comme si vous alliez tout changer de sa vie comme ça. Et puis bon. Là, il est trop jeune dans la séparation, c'est surtout ça, à mon avis. Bon. Enfin. Recentrez-vous sur vous. C'est terrible d'avoir ressenti l'évidence et puis Oui, mais non, vous laissez aspirer là dans quelque chose qui, vous savez, on peut se laisser vraiment aveugler. Ouais, Prenez de la distance. Prenez de la distance. Vous êtes dans quelque chose de complètement passionnel là. Vous n'avez plus aucun recul sur cette histoire. Ça s'entend à la façon dont vous en parlez. Vous n'avez plus aucun recul. Et c'est normal. Vous êtes dans une intensité, dans l'intensité des premiers instants. Il y a 1 mois et demi, vous faisiez pas partie de votre vie. Et il y a 1 mois et demi plus tard, c'est comme si tout était bouleversé. Posez-vous, respirez un grand coup, et vous allez voir que vous allez voir un peu les choses autrement. Voilà. Donc laissez-le. S'il revient, il reviendra. Mais oui, s'il part, il partira. Mais ça doit pas dépendre de vous. Comme ça. Il est grand. Il fait ses choix indépendamment de vous. Et c'est pas à m'en vouloir du fait d'avoir. Enfin, pas du tout. Je m'en veux du ton, mais pas du tout. Si vous avez utilisé ce ton, c'est que lui-même aussi vous a blessé à certains moments. Non, non, vous en voulez pas. Ça a été un peu du grand n'importe quoi à certains moments, aussi de son côté, je pense. Bon courage, Sophie. Au revoir. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Au revoir. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, cette émission est la vôtre. Vous pouvez y parler de vous et de votre vie en toute liberté et sans tabou en appelant le 39 21. Vous pouvez aussi réagir aux différents témoignages en appelant ce numéro ou en nous adressant vos courriels sur le site europe1.fr ou vos textos au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Alors justement, des messages qui arrivent au 7 39 21 suite au témoignage de Sophie qui a une relation depuis 1 mois et demi avec un homme qui devait partir dans les dom-toms et qui lui avait dit si elle faisait un petit peu tout selon son comportement, il resterait peut-être, et puis finalement il lui a annoncé qu'il ne partait plus, mais pour autant leur relation a l'air un peu compliquée.
Sophie avait été très déstabilisée par cette annonce de départ, lui en voulait, lui avait laissé un message un peu agressif et se demandait un petit peu comment réagir. Alors, c'est Nadia dit cet homme est un manipulateur. Sophie fuyait. Olivier, le patrouilleur, dit l'intérêt de cet homme est moins intense que le vôtre. Passez à autre chose. Ne vous prenez pas la tête comme vous le faites. Mika dit la relation étant récente, le meilleur moyen c'est d'avancer à pas de loup dans cette relation. Eda qui dit il n'a vraiment pas l'air stable cet homme. Et puis Sergio dit votre relation a moins de 2 mois, un peu de légèreté, que diable, que de prise de tête pour pas grand chose. Ce qui est embêtant c'est que Sophie se sent responsable de tout ce qui arrive, pour ne pas dire coupable. À chaque fois finalement elle disait je l'ai agressé dans mon message, dans mes SMS, alors que j'essayais de lui dire que cet homme lui-même avait un comportement pour le moins singulier, puisque il annonçait son départ et puis finalement il ne part plus, mais il ne lui propose rien de bien concret. Donc bon, les choses sont pas très claires et que c'est pas Sophie qui est en jeu, c'est le comportement de cet homme aussi qui est singulier et qu'il ne faut vraiment pas précipiter les choses. Là, tout va vraiment trop vite. Allez, on va accueillir maintenant David qui est avec nous au 39 21. Bonsoir David. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bon, en fait, je suis un peu ému parce que je suis nouveau, ça fait 6 mois que je vous écoute. Ah ben merci beaucoup. Comment avez-vous découvert l'émission ? Un peu par hasard, parce que j'arrivais pas à m'endormir la nuit. Oui, c'est souvent comme ça que ça commence. Ouais, voilà. Et encore plus ces derniers temps, donc... Pourquoi ? Vous écoutez ainsi parce qu'il m'est arrivé une histoire un peu bizarre, on va dire, et puis donc du coup, j'arrive plus à dormir et je vous écoute et depuis quelques jours, je me dis pourquoi pas essayer d'appeler Caroline et puis essayer d'avoir un avis. Voilà. Oui. Donc en fait, je vais vous raconter un peu ce qui m'est arrivé en essayant de faire court parce que c'est pas évident. Donc en fait, il y a 1 an de ça, j'étais en couple avec ma compagne. Donc, j'avais une entreprise et par un surcroît de travail, j'ai embauché mon voisin qui est en tant qu'ouvrier chez moi. On était à 300 mètres l'un de l'autre. Et puis en fait, au fur et à mesure des mois, les relations entre ouvriers et patrons, est devenu un peu amical et puis en fait du coup moi je suis venu manger chez eux, chez la femme de mon ouvrier donc tous les jeudis midi. Et ce qui s'est passé c'est qu'en 1 an, tous les jeudis midi, on s'est aperçu entre sa femme et moi qu'on avait plein de la femme de mon ouvrier donc et moi, on avait plein d'affinités jusqu'au mois de juillet où je l'ai appelé pour lui dire qu'on rentrait pas manger à midi. Et là, j'ai senti qu'à sa voix, ça n'allait pas. Donc, je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, ça ne va pas. Donc, elle me dit oui. Et puis, elle me dit, je lui ai dit, écoute, je sais ce que tu as. Donc je lui ai dit, écoute, je me suis lancé dans le grand bain. Et puis, je lui ai dit, écoute, tu es amoureuse de moi. Et on ne sait pas me le dire. Et elle m'a dit oui. Donc, en fait, suite à ça, on s'est donné 2 rendez-vous comme ça où il ne s'est rien passé pour mettre les choses au point. Parce que je lui ai expliqué qu'en fait... ça faisait 24 ans qu'elle était avec son mari, que certainement elle voulait peut-être avoir une relation autre qu'avec un autre homme et que c'était pas avec moi qu'il fallait qu'elle l'ait parce que ça engageait trop de choses et que si c'était juste une aventure, ça valait pas le coup. Et donc elle m'a dit que non, c'était pas ça, qu'elle était vraiment amoureuse de moi et qu'elle voulait vivre avec moi. Donc du coup, ils allaient partir en vacances, elle a écourté ses vacances d'1 semaine, ils sont partis 15 jours. Oui. Moi, pendant ces 15 jours-là, j'ai mené un train d'enfer à mon ami parce que la nouvelle relation que j'entamais devenait vraiment importante dans ma vie et je ne pouvais pas jouer sur 2 tableaux en fait. Et en fait, ça s'est un peu décanté. C'est quand elle est rentrée de vacances, on s'est revus quelques fois comme on pouvait, sans que personne ne le sache, parce que c'était pas évident non plus, sachant que je travaillais aussi avec son mari. Et donc, du coup, au mois de septembre, tout s'est accéléré.
parce qu'elle avait 4 contrats avec des enfants. Et elle les a arrêtés et elle est partie de chez elle au mois d'octobre, tout début octobre, à 500 km chez sa belle-sœur et son beau-frère, et son frère plutôt. Et elle a quitté donc en laissant ses enfants et son mari derrière elle. Donc suite à ça, moi j'ai quitté mon ami aussi et j'ai été prendre une petite habitation à 1 kilomètre de là. Oui, puis ça devait être compliqué pour votre entreprise, puisque c'était votre ouvrier, vous. Ben oui, c'est mon ouvrier. Enfin, oui, c'est mon ouvrier. Donc c'est vrai que c'était pas facile parce qu'il fallait que je jongle en fait entre elle, lui, ma compagne, tout ça. Oui. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que après, à partir d'octobre, on se rejoignait tous les 15 jours à mi-chemin, tous les deux pour se retrouver. Et donc, je m'arrangeais pour pouvoir me libérer quand même. Oui. Et ensuite, en avançant dans le temps, elle se rend compte que ses 2 enfants qui avaient 19 et 14 ans lui manquaient. Oui. Mais que, elle se sentait un peu responsable de les avoir laissés et elle avait peur qu'elle culpabilise. Elle culpabilisait par rapport à ce que ses enfants lui en veulent. Et en fait, ce qui se passait à la maison, c'est que les enfants voulaient au père parce qu'ils pensaient que leur mère, c'était à cause de leur père que leur mère était partie. Parce qu'en fait, pour lui, sa femme est partie parce qu'elle avait un surcroît de travail et que ça faisait 24 ans qu'elle s'occupait de tout le monde et que personne ne faisait plus attention à elle. Et donc, lui ne sachant rien, moi j'étais mal placé par rapport à tout ça. J'étais dans une position indélicate puisque ses enfants en plus m'appréciaient et que mon ami que j'avais et que j'ai quitté se doutait un peu de certaines choses, mais j'avais réussi quand même parce qu'elle faisait vraiment très confiance à cette personne. Et donc, elle a dit non, c'est pas possible, elle ne peut pas faire ça, puis encore moins avec toi. Donc, ça a un peu sauvé les choses. Et puis donc, la femme de mon ouvrier qui était avec moi a décidé qu'au mois de janvier, elle lui enverrait une lettre de demande de divorce. Oui. Mais qu'entre-temps, la dernière semaine des vacances de Noël, ses enfants, donc, en fait, entre-temps, moi, c'est un peu compliqué, j'ai réussi à lui faire avoir un appartement pour elle, pour qu'elle puisse recevoir ses enfants, parce que ses enfants ne voulaient pas aller chez sa belle-sœur, voilà. D'accord. Donc j'ai réussi à lui faire avoir un appartement que j'ai cautionné, et voilà. Et j'ai tout fait pour que ses enfants puissent venir et normalement on devait se voir le 23 décembre. D'accord. Et en fait, j'ai appris le 23 décembre, à son retour dans notre région, qu'elle retournait avec son mari et que j'ai eu aucune explication. Oui, au moment des fêtes, elle est revenue chez elle. Oui. Mais bon, je comprenais que normalement, elle devait passer Noël avec ses enfants et tout ça, donc c'était normal. Mais là, ce que j'ai eu du mal à accepter, c'est qu'elle est rentrée chez elle, chez son mari. Oui. Et que j'ai su par l'intermédiaire de sa belle-sœur qu'elle avait recouché dès le premier soir avec son mari et que depuis, j'ai eu aucune explication du pourquoi et du comment. Donc en fait, ce qui s'est passé... La belle-sœur, elle vous donne tous les détails. Hein. Je ne vais pas vous donner ce genre de détails, mais bon. Non, mais enfin bon, c'est comme ça. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que le 27 décembre, son mari est arrivé à la maison pour embaucher. Et puis, je lui dis alors, bien, les fêtes et tout. Il me dit oui, c'est bien. Il me dit, c'est reparti comme avant, tout ça, nickel. Donc, bon. Et puis là, j'ai craqué. Donc, j'ai dit, écoute, assis-toi et je vais te raconter ce qui se passe. Donc, j'ai pris sur moi. Je lui ai dit que sa femme et moi, ça faisait 6 mois qu'on était ensemble. Mais il ne le savait pas ? Ah non, il ne le savait pas du tout. Il ne le savait pas du tout. Elle est rentrée. D'accord, parce que moi je pensais, quand elle était partie vivre chez sa belle-sœur, qu'il était au courant déjà que c'était qu'elle était avec vous. Non, votre relation était clandestine. Non. D'accord. Oui, donc là vous lui avez tout balancé. Oui. Oui, parce qu'elle est rentrée comme si de rien n'était à la maison en fait. Vous vouliez vous venger à ce moment-là ? Je ne sais pas si c'était une question de vengeance. Il y avait de la colère quand même. De colère parce que... Oui, il y avait de la colère. Ouais, de la colère, je pense. D'accord. Et puis donc je lui ai dit à lui
qui s'était passé. Et puis il me dit bon bah très bien, tu me prépares ma lettre de licenciement et puis on voit tout ça plus tard. Et puis je lui dis bah écoute, ce qui serait bien c'est que tu ailles la chercher elle et puis au moins que tu entendes la même version de sa part. Il me dit très bien, je vais la chercher. Et une demi-heure plus tard il revient et rien tout seul et il me dit écoute, elle veut pas te voir, sinon elle veut te tuer, enfin ceci, cela. Elle a jamais rien fait avec toi et il s'est jamais rien passé entre toi et elle. Alors j'ai été un peu stupéfait parce que je tombais des nues. Et puis je lui dis mais si tu veux, il me dit t'as des détails tout ça. Ben écoute, je lui dis éventuellement des détails je pourrais en avoir, mais après bon ça peut rester, ça peut devenir très intime. Et après j'ai des dates à certains endroits et dans certains endroits où on était ensemble, oui, où on était à tel endroit, tel truc. Puis il me dit bah écoute, tu me rappelles et puis tu me diras tout ça quand elle sera à côté de moi. Puis je l'ai rappelé, puis là il m'a dit écoute, t'arrêtes d'envahir notre vie, si tu veux briser notre couple, t'es mal tombé. Enfin ceci, en fait, ils m'ont fait passer pour un fou tous les deux, pour peut-être quelqu'un de malade et qui cherchait qu'à casser les couples des autres. Et en fait, elle nie complètement, elle est amnésique complètement. Et le seul chose qui aujourd'hui me sauve, parce que je suis passé par des idées très noires, c'est que c'est sa belle-sœur en fait qui me tient on va dire en vie pour l'instant, parce que elle a quand même été dans la confidence. Et comme elle dit, tout ce que tu me disais et tout ce qu'elle me disait, elle concordait vraiment exactement. Et voilà, et elle-même, elle comprend pas que en fait sa belle-sœur est fait demi-tour comme ça du jour au lendemain, sans aucune explication. Et voilà. Donc, maintenant, ils ne vous ont pas fait passer pour un fou. Il vous l'a dit d'ailleurs. Il dit si tu veux briser notre couple, non, tu n'y arriveras pas. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, ils ont fait bloc contre vous. Ce qui arrive toujours quand on veut jouer les oiseaux de mauvais augure ou qu'on veut finalement, par colère ou par vengeance, finalement, par dépit, dire, mettre l'autre comme ça devant son infidélité. Bon, elle a nié les faits. Son mari n'était certainement pas dupe, mais ils ont fait front, puisqu'ils avaient décidé de renouer. Donc, il fallait vous tenir à l'écart. Et après, qu'est-ce qui est, si vous voulez, qu'est-ce qui unit un couple, qu'est-ce qui se joue vraiment dans la relation de couple, c'est très complexe. À moins d'être, personne ne peut savoir réellement, hormis à l'exception du couple. Et parfois, si vous voulez, l'amant ou la maîtresse permet au couple de se reformer, de se ressouder. Elle vous l'a dit, cette femme, à un moment, elle manquait d'attention. C'est-à-dire qu'elle n'était plus écoutée, elle n'était plus regardée. Alors vous ne savez pas quel sera l'avenir de leur relation. Et j'ai envie de dire, ça doit pas être votre problème. Non, c'est sûr, mais bon, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment en 2 jours on dit je t'aime à quelqu'un, on lui écrit et on lui fait plein de choses et le surlendemain on est dans les bras d'un autre. Alors d'un autre qui était son mari. Parce que, bon, voilà. Qui était son mari. C'est-à-dire qui était le mari, qui était celui qui était quand même la sécurité. Vous, à un moment, vous avez été celui qui l'a regardé aussi, qui l'a vu, un moment qui véritablement l'a regardé, là où peut-être son mari ne la regardait plus. Qu'il a vue en tant que femme, où elle s'est sentie à nouveau exister. Mais c'était compliqué parce que sa vie aussi a basculé. C'est-à-dire qu'elle vous l'a dit, ses enfants lui manquaient, elle vivait chez sa belle-sœur, tout son univers s'est trouvé modifié.
Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu des sentiments pour vous et qu'elle n'a pas eu un coup de cœur pour vous. Simplement, après, quand vous allez dire à son mari, voilà, ta femme a couché avec moi, il était clair qu'elle n'allait pas vous sauter dans les bras et vous embrasser et vous dire et vous féliciter et venir vous dire oui, effectivement David a raison. Oui. Hein, il aurait pu le faire aussi quelque part. Si vraiment elle avait eu des sentiments pour moi. Mais non, là vous êtes naïf. Vous êtes naïf là. Peut-être, certainement. Là vous êtes trop naïf là. Ça ne se fait jamais, ça serait jamais comme ça dans le. Si elle avait dû le faire, elle l'aurait fait. Il aurait fallu que ça vienne d'elle-même, mais pas au moment où on règle. C'est-à-dire que quand on doit régler, si on a des choses à régler, c'est toujours avec l'intéressé, pas avec le rival. Quand dans le couple, il y a un problème d'infidélité avec son mari, sa femme ou son compagnon ou sa compagne, souvent la première tendance, ça peut être d'aller s'en prendre au rival, en lui téléphonant, en allant le voir. C'est lui donner beaucoup d'importance. C'est le mettre au cœur du problème. Alors que si on doit parler, c'est à son conjoint. Certainement pas au tiers, à la tierce personne. Disons que son problème à elle, c'est qu'elle a un gros problème de communication. Et en fait, où j'ai été surprise, et elle aussi elle a été surprise, c'est qu'avec moi, elle arrivait à parler, alors qu'avec lui, elle ne parlait pas. Et voilà. Oui, mais il n'empêche que, c'est dans cette vie-là, elle y trouvait malgré tout son compte et que elle avait partir. Parfois, on reste dans une vie qui n'est pas forcément toujours très satisfaisante, mais changer demande beaucoup d'énergie et un certain courage et de l'énergie. Donc, il est parfois plus simple de rester. Bon, alors vous avez voulu, utiliser la manière forte, pour ne pas dire brutale, ça ne marche pas. Oui, je me rends compte. Elle ne pouvait pas vous sauter au cou et vous dire, oui, mon chéri, on part ensemble. Hein. Pas après ce que vous aviez fait. Non, c'est parce clair. que vous présentiez à son mari une image d'elle terrible, de femme infidèle qui trompe son mari comme ça. Enfin, vous voyez, c'est bon. C'était à elle de donner sa version des faits, pas à vous. Je sais que ce que j'ai fait n'est pas très bien de la façon que je l'ai fait, mais ce qui m'a mis un peu hors de moi, c'est de la voir, elle, revenir comme si de rien n'était. Oui, vous l'avez fait parce que vous étiez en colère. Maintenant, vous, dans cette histoire, si vous vous êtes rapproché d'elle, c'est aussi, vous dites, depuis... alors, ce qui est compliqué, c'est par rapport à vous dans votre couple. C'est-à-dire que c'est vous qui avez pris la décision de quitter votre ami. J'ai pris la décision de quitter mon amie quand elle avait pris la décision de partir de chez elle, en fait. D'accord. Donc voilà. Mais j'avais déjà pris la décision de vouloir la quitter le jour où j'avais commencé ma relation avec elle, en fait. Mais comment, avant, avec votre amie, vous n'étiez plus très amoureux de votre amie ? Si, on s'entendait bien, mais ce qu'il y avait, c'est qu'elle avait un caractère, enfin elle a toujours un caractère très fort d'ailleurs. Oui. Et j'étais pas chez moi, en fait, j'étais chez elle et elle savait me le dire quand il fallait. D'accord. Et en plus, elle avait une fille, elle a une fille de 13-14 ans qui est en pleine adolescence et on savait me faire les reproches que quand je disais rien, on faisait un reproche et quand je disais quelque chose, on faisait des reproches. Oui. Et donc, à un moment donné, j'avais du mal à trouver ma place et c'est peut-être ce qui m'a fait aller vers cette fameuse femme, en fait. Voilà. Qui est venue vers moi, en fait, c'est pas moi qui suis allé vers elle, celle qui est venue vers moi. Et donc j'ai trouvé de l'attention que j'avais peut-être plus vraiment à côté et tout ça. Et voilà. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, je me retrouve tout seul. Oui. Et j'ai un peu le sentiment d'avoir fait mal à quelqu'un, à mon ex-ami, qui ne le méritait peut-être pas.
par rapport à ce qu'elle avait vécu Oui. dans le temps. Oui. Et ensuite, c'est vrai que ben voilà, et aujourd'hui, j'ai déménagé à 10 km de là où tout le monde est pour prendre un peu de recul. Et ce qui arrive, c'est que moi, je dors plus, je vis plus, je sais plus ce qu'il faut que je fasse. Parce que j'attends peut-être au fond de moi quand même un déclenchement dans sa tête à elle qui dise mais en fait j'ai peut-être pas pris la bonne solution, et puis c'est peut-être parce que je pense qu'elle est pas, moi je l'ai vue il y a 3 semaines de ça, donc la femme de mon ouvrier. J'ai fait 1000 km aller-retour dans la nuit pour aller la voir et discuter avec elle, et même devant moi elle niait les choses, mais il y avait des moments où j'avais des paroles envers elle, des choses qui disaient que je voyais qu'elle n'était pas elle-même, en fait. Et je pense qu'elle... Mais elle ne peut pas tout à fait l'être. Elle a pris une décision, elle va essayer de s'y tenir, parce qu'il y a aussi certainement un peu de culpabilité par rapport à son couple. Elle vous dit, il y a les enfants, il y a aussi une vie de famille, il y a la femme, il y a la mère de famille aussi. Il y a tout ça. C'est plus la mère de famille que je vois au jour d'aujourd'hui. Peut-être, oui. Peut-être. Il y a tout un environnement. Bon. Donc, ce qui est compliqué pour vous, quand vous dites votre amie ne méritait pas ça, oui, mais elle méritait aussi peut-être mieux qu'un homme qui est plus tout à fait vraiment amoureux d'elle non plus. Oui, aussi, après tout. Hein? Et vous méritez peut-être mieux qu'une histoire où vous restez avec une femme dont vous n'êtes plus vraiment amoureux, et puis vous êtes avec une autre qui, elle est plus bien vraiment tout à fait dans son couple, enfin parce que comme ça peut arriver dans beaucoup de couples, ça veut pas dire qu'elle aime plus du tout son mari, mais elle s'ennuie. Elle a le sentiment qu'on la regarde plus assez, et vous étiez rapprochés de ce couple, et puis en la voyant régulièrement, il y a une proximité qui s'est créée, une proximité affective, et puis un jour est arrivé ce qui devait arriver. Et puis peut-être il y a eu un peu une confusion à ce moment-là aussi. Je pense que le temps va vous aider aussi à un peu prendre de la distance. Mais c'est surtout qu'au départ de notre relation, je lui avais bien dit, je lui ai dit, si c'était juste une aventure que tu voulais, c'est pas avec moi qu'il fallait, toi. Oui, mais c'est ce qu'on dit parfois au départ. Et qu'est-ce qu'on peut savoir aussi de ça? Et elle vous dit, à ce moment-là, elle est, voyez, elle est avec son mari. Elle vous dit, ah non, évidemment non, je veux pas d'une aventure. Non, je veux quelque chose de sérieux. Mais en même temps, elle vous dit ça. Elle est avec son mari. Qu'est-ce qu'elle peut proposer, enfin? Ou alors, le risque, c'est peut-être de passer pour une femme qui va rechercher les aventures, donc qui aurait déjà eu des aventures. Alors, vous voulez quelque chose de sérieux. Oui, mais comment savoir si ça va être vraiment sérieux? C'est un peu risqué aussi de dire ça. Comment le savoir au début d'une relation? Vous savez, vous pouvez très bien démarrer une relation en pensant que ça va être sérieux. Et puis, la relation capote. Et puis, vous démarrez une relation sur un mode plus léger, plus aventureux. Et puis, ça va être quelqu'un où la relation va prendre en profondeur, et vous allez vous rendre compte que cette personne va prendre énormément d'importance dans votre vie. On peut pas savoir à l'avance ça. Je sais que le jour où je l'ai perdu, c'est le jour où j'ai tout dit à son mari, c'est sûr. Mais il y avait du dépit aussi. Je pouvais pas concevoir de continuer à travailler avec lui, oui, tout en ça se sachant comprend. ce qui se passait chez lui. Ça se comprend. Voilà. Oui, mais ça je comprends. Tout à fait. Il y a un autre David qui vous écoute depuis un petit moment et qui est avec nous au 3921 et qui voudrait vous parler. On va l'accueillir ensemble. Bonsoir David. Oui, bonsoir. C'est moi qui avais appelé la dernière fois pour ce fameux Rodolphe qui voulait faire un enfant et partir vivre sa vie. Merci beaucoup de rappeler. Voilà. Oui, vous aviez été de très bons conseils. Merci. Voilà, je passe un petit appel en coup de canon comme d'habitude. Je suis toujours sur la route. Vous êtes sur la route, oui, ça va. Soyez prudents. Vous êtes dans quel coin là? Je suis arrêté vite fait. Oui, je sais. Vous êtes dans quel coin? Je suis dans les coins de Langres, donc. D'accord, et il n'y a pas trop de verglas, ça va? Non, ça roule bien là. Bon, tant mieux alors. Voilà, donc moi je voulais vite fait intervenir parce que j'ai eu un peu ce genre de relation
Et je voudrais dire qu'il a fait, je pense, un mauvais choix et qu'elle a fait un bon choix. Ce qui ne l'empêchera pas de revenir dans quelques années. Si son couple est usé, je pense que là, ils vont reprendre un peu, ils vont repartir un peu sur un tremplin. Mais c'est pas dit que le saut va aller très loin. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui. Donc, mais je pense que pour David et pour cette personne, je pense que c'est aussi bien que ça s'arrête. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut relativiser un peu. La vie, elle est toujours belle. Il y a du monde partout. Vous verrez d'autres personnes, je pense. Il y a plein de monde à voir. La relation là, en fait, je pense qu'elle aurait même dû jamais commencer. Il aurait fallu plus réfléchir. Je sais que le cœur, des fois, il prend le pas sur le reste. Mais je pense qu'il fallait plus réfléchir. Parce que moi aussi, j'ai eu ce problème-là. Et la personne, à un moment donné, m'a envoyé balader. Et finalement, moi, je suis reparti du bon pied. Et ça dure depuis très longtemps. Et je suis très bien. Et je regrette surtout pas, d'ailleurs. Et quelques années après, elle est revenue me voir en me disant ça va, machin et tout. Parce que je l'ai recroisé par hasard. Et j'ai coupé court à la discussion, quoi. Je dis, t'as pris ta décision il y a quelques années, on en reste là et je vois pas pourquoi je vais remettre mon couple en péril pour peut-être pas grand-chose finalement. Vous, peut-être vous aviez une baisse de tension dans votre couple avec votre ami. Je pense qu'à mon avis, si vous êtes plus avec, là, je sais plus. Oui. Vous êtes plus avec, c'est pas grave, c'est qu'à un moment donné, vous auriez pu être de toute façon. Donc je pense que le mieux, c'est de reprendre le dessus, de repartir, de dire qu'il y a des belles rencontres à faire dans l'avenir et que la personne là où elle est, la personne que vous avez rencontrée, en fait, elle avait besoin, comme Caroline l'a dit, j'ai entendu un petit peu, je pense qu'elle avait aussi une baisse de tension dans son couple et puis ça a permis de ressauter un peu plus loin. Maintenant, est-ce que ça va aller loin? Elle verra bien, tant pis pour elle, c'est elle qui a pris la décision de ne pas rester avec vous de toute façon. Exactement. Voilà, donc moi je pense que toutes les chances sont de votre côté. Ça vous a peut-être permis de mettre une fin de relation avec la personne avec qui vous étiez, parce que de toute façon ça aurait peut-être pas été beaucoup plus loin dans les semaines, les mois, les années à venir, parce que des fois il y a une routine qui s'installe et on s'en aperçoit que quand on rencontre quelqu'un, donc ça permet de faire une coupure plus tôt. Mais à mon avis, je pense que c'est bien pour vous. Laissez tomber cette relation, elle est très bien comme elle est partie maintenant, c'est-à-dire qu'il se passe rien, et il se passe rien, c'est très bien, quoi. Moi, je pense que les chances sont de votre côté. Là, vous avez plein de gens à rencontrer. Vous allez en rencontrer de toute façon. La vie ne s'arrête pas après une relation qui a duré peu de temps et qui finalement n'en valait pas la peine, je pense, quoi. C'est pas qu'elle n'en valait pas la peine, c'est qu'elle a été intense, mais bon... Mais c'est toujours intense, une rencontre comme ça, c'est intense. Moi aussi, ça a été intense. C'est toujours intense parce qu'il y a de l'interdit aussi. Oui, il y a elle était clandestine, elle était donc... Quand elle est sous le sceau de l'interdit, c'est toujours très intense, David. C'est clair. Voilà. Clair. Mais en même temps, c'est plus dur. Vous savez, c'est dur pour vous actuellement, mais dites-vous, c'est pas plus simple pour elle parce qu'elle est retournée dans son couple, mais il y a aussi beaucoup de culpabilité. Il faut faire avec ça maintenant. Aussi, ils ont décidé de renouer, mais c'est pas simple. Et comme vous le dit David, c'est eux, ils ont à reconstruire là-dessus, sur ces bases-là. Bon, c'est leur histoire, c'est pas la vôtre. Alors que vous, avec un bagage. Ah oui, un bagage assez chargé. Alors que lui n'a plus de bagage, il est libre. Alors que vous, bon, c'est vrai que cette liberté pour le moment, c'est le prix de la solitude, mais je veux dire en même temps, c'est ouvert. Votre avenir, il est ouvert là. Si vous avez été dans cette histoire, c'est que dans votre relation de couple, comme vous le dit David, de façon imagée, mais c'est qu'il y avait une baisse de tension, c'est-à-dire il y avait des choses qui n'étaient plus là, une baisse de désir, une baisse dans la relation, et vous allez aller vers une autre rencontre qui va vraiment vous porter. Voilà. Moi, vous pourrez construire, puisque vous avez ce désir. Comme ça, je vais reprendre la route. Oui, je vais on va vous laisser reprendre la route. Moi, je vous souhaite de surtout pas retourner dans cette relation qui va être un petit peu envenimée, qu'il y a quand même une personne, ils sont en couple, je veux dire, c'est pas évident, c'est des galères, c'est des prises de tête, il y a des enfants, je dis pas que les enfants, c'est un gros bagage, mais je veux dire, il y aura toujours une relation avec cette personne, c'est un peu compliqué, en fait. Moi, je pense qu'il faut vraiment passer outre, laisser tomber tout ça, continuez votre bout de chemin, ça va être un peu dur pendant quelques temps, et puis le jour où vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez repartir comme si de rien n'était, quoi. Oui. Ça, c'est sûr et certain. Là, c'est un petit passage à vide pendant quelques semaines, mais après, il y a de bonnes choses qui arriveront, et ça arrive toujours de toute façon, donc il y a toujours une rencontre qui arrive au bon moment, finalement. La vie est bien faite, je pense. Et je pense que là, il vaut mieux laisser... Comme c'est là aujourd'hui, je pense que c'est le mieux, quoi. J'espère que vous avez raison.
Bah, vous verrez, je suis sûr que vous repenserez à moi dans quelques temps. Ah oui, Bon, moi j'apprécie beaucoup vos interventions, David, parce que vous êtes toujours très réconfortant, je trouve, et toujours plein d'optimisme. Donc, chaque fois qu'il y a un... c'est pas David pour rien. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est le prénom qui veut ça. C'est un très beau prénom. Oui, Non, c'est vrai. On est des battants et Oui, voilà, c'est vrai. Non, mais c'est un très très beau prénom. Donc un peu de combien courage, voyez symbolique. la vie en rose sur l'avenir et je pense que ça se passera bien. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Alors je vous dis à une prochaine fois, David. Une prochaine nuit sur une route moins verglacée, je l'espère. Soyez prudents. Soyez prudents. Bonne route. Au revoir. Au revoir. Je crois qu'on devrait avoir, on a eu le point de vue de David. Peut-être qu'on va avoir Ida qui est avec nous. Est-ce que vous êtes là, Ida? Bonsoir. Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir, Ida. Merci d'être Bonsoir. avec nous. Je vous remercie. Vous aussi, vous vouliez un petit peu soutenir David ce soir? Oui, je voulais lui apporter mon petit soutien parce que je pense que il n'a pas à se lamenter après cette personne-là qui peut-être s'est servi un peu de lui pour pouvoir retrouver un certain équilibre dans sa vie à elle. Donc, elle l'a retrouvé, c'est tant mieux pour elle. Et il n'a pas à souffrir, lui, de cette situation-là, qu'il se dise que dans la vie, on a toujours des belles choses à trouver ailleurs. Quand ça se passe mal, on tourne la page et puis on essaye de s'ouvrir à d'autres horizons. Et je suis certaine que ce soir, il y a beaucoup de femmes qui l'écoutent, qui se sentent aussi seules, qui sont peut-être aussi désespérées et qui aimeraient rencontrer un homme comme lui. Donc, qu'il essaye d'ouvrir les yeux ailleurs et d'essayer de faire une autre rencontre. Voilà. Si ça peut lui apporter un petit horizon d'espoir quelque part, qu'il arrête d'être obnubilé par cette femme-là. C'est sûr, c'est pas facile, mais je pense qu'on y arrivera. Oui, essayez, parce que ça, vous savez, c'est des choses qui arrivent à beaucoup de personnes. Donc parfois, il faut savoir passer à autre chose. Et puis, à vous entendre, on ressent que vous avez quelque chose à donner. Ça, oui, c'est sûr. Si cette personne ne veut pas recevoir ce que vous offrez, cherchez quelqu'un d'autre qui serait très heureuse de recevoir. J'espère qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui nous écoute et qui trouverait quelqu'un. Moi, je vous ai écouté, j'ai jamais appelé. Et voilà, je vous ai appelé, j'appelle pour vous dire passer à autre chose. Et puis, moi, je suis aussi seule, je vis seule, donc voilà. Et vous n'avez pas une origine des îles? Des îles, peut-être pas, mais pas européenne. Je suis africaine, en fait. Ah, d'accord. Ça s'entend dans votre voix. Pardon? Je dis, ça s'entend dans votre voix. Bon, écoutez, on va peut-être vous laisser dialoguer hors antenne. Vous avez peut-être formé un couple sur votre émission. Ah, écoutez, ça serait pas la première fois. Je me dis, un jour, je vais peut-être me présenter et dire oula, j'attends désespérément aussi, je cherche. Alors vous cherchez l'amour? Pardon? Vous cherchez l'amour? Ouais, je suis toute seule, moi. Ah bon? Ne le dites pas trop parce que... C'est de voir que pour une seule, il y en a tant autour qui... voilà, alors qu'il y en a plein qui sont toutes seules aussi. Ça fait râler quand même. Hein. Vous avez raison. Ben oui. Mais attendez, là, vous allez nous faire exploser le standard, là, Ida, avant la fin de l'heure, là. Hein. C'est vrai que parfois... Ah, ben vous ne savez pas. Vous ne savez pas. C'est les hommes qui vont l'appeler maintenant. Écoutez, je me dis, il faut peut-être que j'appelle Caroline pour dire, écoutez, SOS, femme seule, mais j'ai jamais eu le courage. Ah, c'est pas non plus, c'est pas les petites annonces non plus. Délaissez-vous, non, ne faites pas ça parce que sinon on pourrait remplir les 2 heures là tous les soirs. Oui, largement. Avec des jolies voix comme la vôtre. Je trouve qu'il n'a pas trop. Pour revenir à quelque chose de plus sérieux, je comprends qu'il est peut-être dans la peine et dans tout ça, mais je pense qu'il y a tellement de choses meilleures à vivre ailleurs. Et puis voilà, et puis je lui souhaite beaucoup de courage et qu'il affronte ça comme une épreuve de la vie. Alors en tout cas,
En tout cas, il y a quelques messages. Je sais pas ce que je me disais. Tiens, il n'y a pas de messages qui arrivent là. Et en fait, je sais plus. Ils sont arrivés tous d'un coup. Il y a Brigitte qui dit, moi j'aime bien l'optimisme du deuxième David. Ça fait du bien entendre. Il y a Mika qui dit, allez, vous avez l'avenir devant vous, David. Allez de l'avant. La vie s'ouvrira pour vous et bien meilleure pour vous. Puis il y a Sergio qui dit, il est vraiment de bons conseils, l'ami David. Bonne route à lui et soyez prudent. Et puis écoutez, comme c'est vous vrai le qu'il est de dites. bons conseils. Oui, et puis comme vous le dit Ida, il n'y a pas grand-chose à comprendre dans cette histoire et il y a beaucoup de jeunes femmes qui seront heureuses de vous avoir certainement à leur côté. Alors pour le moment, c'est vrai que ça vous fait ni chaud ni froid, mais dans quelques temps, vous verrez, cette perspective-là vous réjouira certainement. Je vais récupérer l'optimisme que j'avais, qui était d'égal, qui était le vôtre, à celui de David. Hein, donc bon, aussi. Voilà. Et puis après, c'est vrai qu'il faut donner une bonne image de soi si on veut rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà, déjà. Bon, maintenant, après, comme je voulais dire juste avant, pour intervenir une dernière fois sur cette personne-là, je me dis qu'aujourd'hui, je préfère peut-être vivre la vie que j'ai que la sienne. Parce qu'elle, elle vit avec son mensonge par rapport à ses enfants, son mari et sa famille. Et il faut qu'elle vive avec ça. Voilà. Donc elle est partie dans son mensonge et il faut qu'elle vive avec. Donc après, ça la regarde. Mais bon, maintenant, alors il y a Violaine qui dit, elle est toute morale mise à part. Mais enfin, quand même, elle en fait un peu. Elle dit, on ne fait pas le bonheur sur le malheur des autres. David, vous n'auriez pas été heureux dans cette histoire. Bon. Donc, voilà, c'est... Et puis, il y a Khadija qui dit bise aux deux David et qui dit dans quelle ville êtes-vous, David? Ah, vous voyez, Ida, il y a de la concurrence ce soir. Donc, mais vous avez la priorité, vous avez appelé. Donc, si David le veut bien, on peut vous mettre en relation hors antenne. Ah ben oui, mais écoutez, vous vous êtes lancé. Hein. Il n'y a pas de c'est possible, il n'y a pas de problème. Ah ben vous voyez. Vous voyez, donc non, mais moi je donne la priorité à ceux et celles qui ont le courage d'appeler le 3921. Bah oui, il faut se démasquer un peu. J'ai de la chance aujourd'hui, c'est peut-être mon jour de chance. Et la Bretagne est une belle région. Ah voilà. Le bord de mer. Vous voyez, vous avez tout gagné en plus. Ah, vous habitez en Bretagne? Ouais. Oui. Voilà, plateau de fruits de mer comme ça, c'est pas romantique ça? On donnera pas de ville, un petit week-end, c'est sympa. Hein? Bon, bah écoutez, vous avez tout gagné, ma chère Ida. Vous avez bien fait d'appeler. Je vous remercie, on croise les doigts maintenant. Bon, en tout cas, mais Caroline, ne raccrochez pas et la charmante Asiba va vous mettre en relation alors. D'accord, ben j'attends. Je vous embrasse. Je vous embrasse, merci bien. Au revoir. Au revoir. En tout cas, pour en revenir à votre émission, Caroline, elle est très sympathique. Et puis, si un jour je pourrais réintervenir, ce sera pour donner des conseils à quelqu'un. Ah bah écoutez, avec plaisir. Et puis pour nous donner de vos nouvelles aussi. Oui, il n'y a pas de problème. Hein, n'hésitez pas. C'est vrai que ça m'a reboosté un peu aussi, cette émission. Bon, bah tant mieux alors, c'est l'essentiel. Voilà. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir David. Au revoir Ida. Ne raccrochez pas. Hein. Un petit message qui arrive au 739-21 de Sylvain qui dit quel bel exemple d'espoir que cette rencontre au téléphone. Et puis il y a Glycine qui elle envoie un petit mail en disant chacun des deux. Elle parlait de David et de cette femme avec qui il a eu une liaison, a trouvé chez l'autre un moyen de se sécuriser par rapport à des questions qu'il se posait dans son couple précédent. Mais y avait-il réellement des sentiments solides, se demande Glycine. Et nous allons maintenant accueillir Alain. Bonsoir Alain. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, voilà, moi je vous appelais simplement pour apporter un témoignage par rapport à la première intervenante, Véronique, je crois. Oui, par Véronique. De son fils. Voilà, son fils qui avait des problèmes de comportement voilà. Et donc on lui demandait d'établir un dossier pour voilà. Une école spécialisée. Elle se posait beaucoup de questions. Moi, je suis actuellement à la retraite depuis 2 ans seulement, donc je connais encore à peu près le cursus et j'étais moi-même directeur d'établissement spécialisé. D'accord, oui. Voilà. Donc, ce que je voulais dire à cette maman qui s'inquiète, c'est que de toute façon, rien ne va se faire sans son avis, qu'il y aura obligatoirement une équipe éducative qui sera tenue dans l'école où est scolarisé son enfant, et à la suite d'un dossier qui aura été établi par la psychologue scolaire, par le fameux RAZ, là, le maître E qui intervenait, oui. Par l'enseignant, par l'assistante sociale, par le médecin scolaire. Donc il y a 4 aspects qui sont pris en compte pour établir déjà dans le sein de l'éducation nationale, plus les comptes rendus du CMPP où il est actuellement suivi, et aucune décision ne sera prise de toute façon sans le consentement des parents. Voilà.
Donc ça, c'est très important. Le dossier va mettre à peu près l'année scolaire pour être présenté à la MDPH. Parce que toutes ces réunions et ces équipes éducatives, ça demande des saisines de commission. C'est un petit peu lourd comme machine administrative, donc l'orientation ne sera pas prononcée avant la fin de l'année scolaire. Et de toute façon, la famille a toujours possibilité de refus, même au dernier moment. Voilà. Donc ça, c'est le point purement administratif pour assurer la famille qui n'a pas le couteau sous la gorge et qui ne va pas être obligée ni manipulée par une équipe qui n'agit que dans l'intérêt de l'enfant. Donc a priori, moi ce que je lui conseille, c'est de faire confiance à l'équipe si le diagnostic est posé pour des troubles de comportement avérés. Et puis deuxièmement, dans le fameux ITEP où on doit intégrer, enfin où doit être pris en charge son enfant, il y aura une prise en charge globale dans l'établissement même, sur le plan psychologique, même psychiatrique, si nécessaire. Enfin, un diagnostic est posé, il y a un projet qui est personnalisé, qui est mis en place pour cet enfant, et normalement, la scolarité se joue, il y a peut-être une petite période d'essai pour cerner la problématique de l'enfant, mais après, il est obligatoirement scolarisé avec ce qu'on appelle facilement, enfin un peu crûment, un contrat d'intégration, qui est un projet personnalisé, et l'élève suit sa scolarité dans un établissement ordinaire, c'est-à-dire dans l'école de quartier ou une école qui a peut-être une classe spécialisée. S'il n'a pas de difficultés scolaires surajoutées, il peut suivre un cursus scolaire tout à fait traditionnel, tout en étant pris en charge par un ITEP. Voilà. C'est ça. Alors ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il peut réintégrer un circuit traditionnel. A priori, c'est même pas le réintégrer, c'est y rester. Parce que depuis les lois de 2005 qui gèrent absolument l'intégration des enfants handicapés, alors donc vous avez parlé de la dyslexie, mais le trouble du comportement et les difficultés scolaires en font partie également. Oui. Les enfants sont pris en charge, alors soit dans des classes spécialisées en établissement primaire ou secondaire jusqu'à l'âge de 16 ans, de collège, soit intégrés dans des classes ordinaires, avec toute une infrastructure d'équipe éducative qui le suit. Et dans donc, mais alors, c'est-à-dire quand vous dites dans des classes ordinaires, c'est-à-dire qu'ils sont au sein même de classes classiques ? Oui, tout à fait. La classe ordinaire, si vous voulez, alors pour éviter le langage, la classe normale et la classe... Oui, je comprends. Mais c'est bien que ça soit comme ça. Mais c'est bien d'ailleurs, parce que normal, ça veut dire ça serait anormal. Donc mais ça veut dire qu'il y a... Mais c'est tout à fait ça, oui. Mais ça veut dire qu'ils sont au milieu donc des autres enfants. Alors, c'est bien ça. Ça dépend. Oui. S'il y a alors par exemple pour le cursus primaire élémentaire, puisque là c'est le cas du petit garçon. Alors soit il peut être pris en charge par l'ITEP sur le plan médical, thérapeutique, social, puisqu'il y a peut-être aussi des difficultés sociales, et éducative, suivi par un éducateur qui lui est attitré. Il y a des équipes de synthèse qui se font régulièrement. Et avec la famille, bien sûr, c'est ce qu'on appelle une type de prise en charge CESAD, mais là encore c'est un jargon, ça veut dire soins éducatifs spécialisés à domicile. Le domicile étant aussi l'école. Donc les éducateurs qui font du soutien scolaire et qui soutiennent les enseignants appartiennent à l'ITEP, à l'établissement spécialisé, et peuvent intervenir dans l'établissement scolaire, ne pas y intervenir mais être en relation avec les enseignants, tout reprendre dans le cadre de l'ITEP ou à domicile, et donc le travail est vraiment tripartite. Oui, puisque vous avez été directeur d'un établissement spécialisé, donc ça veut dire que c'était bien un établissement qui était pas dans un établissement classique. Non, pas du tout. Il s'agissait d'un ITEP, mais tous nos élèves étaient scolarisés. De toute façon, la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans. Jusqu'à 16 ans. Alors, la plupart des ITEP ont rarement des classes secondaires. Ils ont quelquefois un enseignant spécialisé pour les élèves les plus difficiles. Mais de toute façon, l'objectif principal de l'ITEP, c'est de scolariser l'enfant en milieu ordinaire avec un projet personnalisé d'intégration qui peut bien sûr casser et être remis en cause si l'enfant ne s'adapte vraiment pas et que les troubles du comportement sont trop importants. Mais il suit une scolarité ordinaire. Si se sont accumulées des difficultés scolaires, il est aussi dans une classe spécialisée, mais au sein d'un établissement ordinaire.
Si vous voulez, l'éducation nationale a des enseignants spécialisés, que ce soit dans le primaire ou dans les collèges, qui gèrent les élèves en difficulté scolaire. Merci beaucoup pour ces précisions, parce que c'était vraiment important je pense, pour beaucoup de parents. Alors, je voulais intervenir pendant l'émission, mais je n'ai pas eu le réflexe de sauter sur mon téléphone. Oui, mais je vous remercie, mais je voulais à tout prix, quand j'ai vu votre petite fiche là sous mes yeux, qu'on puisse préciser. Mais écoutez, restez avec nous, parce que justement, je voulais aussi qu'on accueille Pascal, qui est le papa d'un enfant qui a des troubles du comportement. Bonsoir Pascal. Oui, bonjour Caroline. Bonsoir. Bon. Oui, bonsoir, oui. Donc alors, je suis le papa d'un enfant qu'on appelle TED non spécifié. Donc, trouble envahissant du développement non spécifié. Donc, avant toute chose, moi je voulais dire à cette maman de se rapprocher, d'avoir un diagnostic pour son enfant. C'est la chose la primordiale pour pouvoir travailler autour de l'enfant avec toute l'équipe pluridisciplinaire, je dirais pédagogique, les instituteurs, avec CESAD, ITEP, CAMS avant 6 ans, etc. Il faut avoir un diagnostic de l'enfant pour savoir exactement où on va. Oui. Moi, mon enfant, il a été, si vous voulez, moi je l'ai inscrit à l'école maternelle, je l'ai amené à l'école maternelle, je l'ai inscrit normalement, comme si de rien n'était, comme les autres. Oui. J'ai une fratrie de 7 enfants, je l'ai inscrit comme tout le monde, sauf que quand je l'ai amené à l'école, à la rentrée de septembre, j'ai dit je vous amène un enfant différent. Là, la petite, elle m'a regardé un peu interloqué, j'ai dit je crois que mon fils est un autiste léger. Donc moi je l'avais diagnostiqué personnellement comme ça, j'avais mis un diagnostic comme ça. Et tout de suite, on a fait appel au référent, le référent scolaire. Le référent scolaire étant un instituteur délégué pour plusieurs établissements pour suivre justement tous ces enfants, je dirais, hors normes. Je peux intervenir ? Oui, allez-y. Enfin, le référent scolaire, il n'est pas là pour s'occuper de l'enfant. Il est là pour coordonner le montage du dossier. Voilà. Donc, mais c'est l'une des pièces maîtresses, je dirais. C'est l'une des pièces maîtresses qui va faire la relation avec. Ce qui est primordial, c'est que la famille soit en contact avec le référent scolaire pour monter le dossier. Voilà. D'ailleurs, rien ne se fera sans la famille et sans le référent scolaire. Voilà. Alors que dans le cas de Véronique, je pense qu'elle n'a pas été mise en relation encore avec ce référent. Voilà. Donc nous avons été mis en relation avec ce référent, nous avons travaillé avec lui, nous avons étudié un peu. Ensuite, nous sommes allés au centre ressources autisme de notre département pour établir un diagnostic. Donc là, il y a une équipe pluridisciplinaire avec psychiatre, pédopsie, psychologue, orthophoniste, etc., éducateurs spécialisés, et on a pu mettre un diagnostic sur notre fils, donc qui a été diagnostiqué trouble envahissant du développement non spécifié. Maintenant, ils ont reclassifié un peu ça en appelant ça le spectre autistique. Donc, on met tout dedans. Aussi bien les dyspraxiques, les dyslexiques, les autistes profonds, les autistes légers avec ou sans déficience intellectuelle, ou les troubles envahissants du développement non spécifiés avec ou sans déficience intellectuelle. Donc, notre fils a été scolarisé en maternelle dès l'âge de 3 ans, normalement. Il était propre comme les autres enfants. Malheureusement, on va arriver à la fin de l'émission, donc je vais pas pouvoir... C'est pas grave. Moi, je demande... la seule chose que je voudrais dire à Véronique, c'est qu'elle prenne contact avec le référent et avec le centre autiste de son département pour pouvoir faire un diagnostic sur l'enfant. Et là, elle va avoir un diagnostic. Ça risque de l'angoisser parce que... Non, mais je peux me permettre d'intervenir. Alors, non, parce que malheureusement, là, on arrive à fin et on ne peut plus, il faut vraiment que je rende l'antenne à temps. Merci, en tout cas, d'être pour vos interventions. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1, l'heure des informations présentée par William Galibert. Bonsoir, William.